Bonjour Benoît Grasser. Bonjour Jean-Philippe. Benoît Grasser, vous êtes professeur à l'Université de Lorraine, à l'IAE de Nancy. Oui. Vous êtes membre du CEREFIGE. Article dans la Revue Française de Gestion avec Florent Noël, reçu sur ce plateau, donc que nous saluons, professeur à l'IAE de Paris-Sorbonne. L'autonomie ne se décrète pas, elle s'apprend. C'est dans le numéro 309 de la Revue Française de Gestion et c'est issu d'un travail de recherche que vous avez mené, notamment avec Pôle emploi. Exactement. Benoît Grasser, l'autonomie, entreprise libérée, etc., c'est au cœur de tous les débats. C'est-à-dire qu'on se pose beaucoup de questions. Est-ce que ça a du sens vraiment, ce concept d'entreprise libérée? Alors, est-ce que c'est pas un autre asservissement des salariés? Vous prenez le sujet en reposant clairement la question de l'autonomie. Mais pourquoi l'autonomie, finalement, est au cœur de tous les débats? L'autonomie est au cœur de tous les débats depuis les origines de la gestion, en fait, comment on organise le travail et donc cet arbitrage entre je prescris, je contrôle et je ne peux pas tout prescrire, je ne peux pas tout contrôler. Du coup, effectivement, je dois réfléchir à l'autonomie que je laisse. Et justement, l'intérêt, ce débat-là a pris des tas de formes au cours de l'histoire. Et aujourd'hui, on retrouve vraiment une forte actualité sur l'autonomie parce que, à la fois, on a des ressorts d'efficacité qui font appel à l'autonomie, qui font appel à la créativité, innovation, adaptation, à l'initiative, à des idées qu'on n'a pas forcément. Donc à la liberté. Donc à la liberté, exactement. Et simultanément, on a aussi un appel pour retrouver du sens au travail et être capable justement de se concrétiser, de réaliser un certain nombre de valeurs que l'on a à travers son travail et de les mettre au service d'un projet. Sans autonomie, on ne peut pas réfléchir à cette question-là. Et ensuite, effectivement, est-ce que le concept d'entreprise libérée permet de mettre en œuvre et d'organiser cette autonomie? Il n'y a pas de raison a priori pour que ce soit le cas. En tout cas, pas systématiquement le cas. Il se peut qu'une entreprise libérée arrive à construire cette autonomie. Néanmoins, on est vraiment sur une logique d'articulation entre des aspirations individuelles, un cadre organisationnel et surtout un processus. Et donc, en fait, ce qui est très important, c'est le cadre que l'on va concevoir, quelle marge il permet, dans quelle mesure ces marges qu'on a imaginées sont des marges qui sont réelles. Et là, Amartya Sen va nous parler de facteurs de conversion. Et si ces marges sont réelles, comment les uns et les autres vont se saisir des marges pour en faire quelque chose qui leur appartient? Bien sûr, j'allais vous poser la question. Enfin, c'est pas poser la question, c'est plutôt une affirmation. Une des grandes originalités de votre papier, c'est de recourir au concept de capacité d'Amartya Sen. Alors pourquoi vous y recourez? On y recourt pour introduire de la nuance, pour éviter d'avoir à la fois des organisations qui seraient autonomes et d'autres qui ne le seraient pas, ou d'avoir des individus qui seraient capables d'autonomie et d'autres qui ne le seraient pas. Donc le gros intérêt que nous avons trouvé à recourir à Amartya Sen, c'est précisément d'avoir un modèle dans lequel on va parler de capacité, c'est-à-dire de ressources que l'on va décider, que l'on va définir et mettre à disposition d'un système, de facteurs de conversion qui font que ces ressources puissent se transformer en marge de manœuvre réelle. Je prends un exemple très bête. Si on demande à un certain nombre de personnes de prendre des initiatives et que ça ne correspond pas, par exemple, aux compétences ou que ça ne correspond pas au contexte dans lequel ils sont, c'est voué à l'échec. Et donc, à ce moment-là, on aura une marge de manœuvre décrétée, mais qui n'est pas une marge de manœuvre réelle. Bien sûr. Cette nuance-là est importante et au-delà de ça, une fois qu'on a ces marges de manœuvre réelles, reste encore à savoir ce que les individus comment ils vont s'en saisir, quelles valeurs ils vont essayer d'incarner, quel type d'idées, quel type de transversalité, de collectif ils vont mettre dans ces marges de manœuvre et comment ils vont les mobiliser. Ce qui compte, c'est pas la présence de ressources, c'est la capacité à s'en saisir pour agir et pour transformer la situation. Voilà. Et les résultats, concrètement, vous évoquez la liberté-opportunité, vous évoquez la liberté processus, et puis l'autonomie, la recherche d'autonomie par elle-même. Exactement. Donc la liberté-opportunité, c'est celle qui consiste précisément à faire du cadre qu'on vous donne et de l'autonomie
on va dire, qui est définie par l'organisation, donc de la transformer en liberté, marge de manœuvre réelle. Et donc, on peut travailler sur des compétences, on peut travailler sur le cadre organisationnel qu'on va corriger ici ou là. Enfin bref, il va falloir regarder de près cela, et c'est ce qu'on a observé effectivement dans la recherche. Et ensuite, effectivement, on s'aperçoit que quand il y a ces marges de manœuvre qui sont réelles, les individus s'en saisissent au point que ils peuvent finalement voir un intérêt à entretenir cette autonomie de manière à en faire quelque chose qui leur est cher et qu'ils concrétisent dans des valeurs qui sont importantes pour eux. L'autonomie ne se décrète pas, elle s'apprend. Point d'exclamation. Voilà, c'est dans la revue française de gestion. Merci Benoît. Très bien. Merci Jean-Philippe.